Merci beaucoup, Marie-Monique, de nous donner un peu de temps pour cette rencontre en visio. Bientôt aura lieu la fête de la montagne Limousine, qui veut développer un vrai rapport à la nature, trouver un art de vivre, respectueux du vivant, soucieux d'une qualité dans les relations humaines, promoteur d'une bonne mixité sociale. En effet, il y a plusieurs populations qui cohabitent sur cette montagne Limousine. Il y a les gens du terroir, mais il y a aussi les migrants qui arrivent de différents pays. Il y a les nouveaux venus, et puis il y a aussi les anglophones qui sont là et qui participent à la vie du pays. Donc, votre livre, La fabrique des pandémies, peut nous aider les uns et les autres à progresser dans une réflexion un peu organisée et de pouvoir, au fond, permettre aux lecteurs potentiels de trouver du goût et à lire ce livre. Voilà un petit peu. Merci beaucoup de nous donner quelques temps pour échanger sur ce livre, La fabrique des pandémies. Alors là, une première question, au fond, mais qu'est-ce qui vous a amené à réaliser ce livre et quelle méthode vous avez employée? Alors en fait, pour moi, tout a commencé en janvier 2020, donc c'était au tout début de la pandémie. Je suis tombée sur un article dans le New York Times, le journal américain, qui disait nous avons fabriqué, nous sommes responsables de cette pandémie. Et nous, évidemment, c'était les humains. Et je me suis dit, tiens, pourquoi il dit ça? Bon, moi, je m'étais bien sûr intéressée avant à toute la question de la biodiversité de plein de manières, hein. En voyant l'impact en dénonçant l'impact des pesticides, par exemple, sur les semences, sur l'eau, sur la nourriture, etc. Mais je ne m'étais jamais intéressée précisément comme sujet central de mon enquête à la biodiversité. Donc, quand j'ai lu cet article, il y avait des scientifiques qui étaient évidemment cités. J'ai commencé à les contacter. Et d'ailleurs, je suis tombée assez rapidement sur Serge Morand, qui est associé à mon livre, hein, qui est un parasitologue, chercheur au CNRS, qui vit en Thaïlande depuis 8 ans maintenant, et qui m'a dit, écoute, c'est super que tu me contactes, parce que ça serait super que tu fasses la même chose que pour Le Monde selon Monsanto, que tu arrives à rassembler dans un livre et dans un film tous ceux qui, comme moi, disent depuis une bonne vingtaine d'années maintenant que nos actions, les actions humaines ont un impact considérable sur l'environnement et ça a un lien avec la santé. Et donc, voilà, j'ai commencé. Et j'ai d'abord par ce que j'appelle un livre de confinement, hein, parce que d'habitude, je fais un film et un livre en même temps et tout ça sort le même jour. Et là, évidemment, avec le confinement, c'était très difficile de voyager. Donc, j'ai interviewé par Skype ou par Zoom, comme on fait là maintenant, 62 scientifiques qui sont originaires de 5 continents, qui sont parasitologues, infectiologues, virologues, épidémiologistes, médecins, vétérinaires, anthropologues, enfin différentes disciplines, mais qui ont tous en commun de se revendiquer d'une discipline chapeau, si j'ose dire, ce qu'on appelle en anglais la disease ecology, c'est-à-dire l'écologie de la santé, hein, qui disent, pour faire très court, qu'on ne peut pas dissocier la santé des écosystèmes, la santé des animaux sauvages et domestiques et la santé des humains. Et que si nous continuons de faire cette distinction, eh bien, nous allons au-devant de graves problèmes sanitaires dont la Covid-19 n'est qu'un exemple. Parce qu'il faut savoir que, en fait, avant la Covid-19, il y a eu bien d'autres épidémies, voire pandémies, hein. L'Organisation mondiale de la santé estime que jusqu'au milieu des années 1970, il y avait une nouvelle maladie infectieuse qui apparaissait tous les 15 ans. Et aujourd'hui, on est à 1 à 5 émergences par an, hein, voilà. Donc, évidemment, Ebola en Afrique, le sida, qui est aussi une zoonose, c'est-à-dire une maladie dont l'origine est animale, hein, qui à un moment était une maladie infectieuse émergente, évidemment. On a trop tendance à l'oublier, mais aussi le Zika, le chikungunya, le premier SARS apparu en 2003 en Asie, hein, MERS, le Nipah. Alors, moi, je donne souvent d'ailleurs l'exemple du Nipah, parce que je trouve que ça résume très bien tous les facteurs principaux qu'on retrouve dans l'émergence de maladies. Ce virus est apparu en 1997 et l'histoire est la suivante. On déforeste l'île de Bornéo pour implanter des monocultures de palmiers à huile. Les chauves-souris qui habitent dans cette forêt primaire sont obligées de s'enfuir. Alors, il faut savoir que les chauves-souris sont des animaux absolument extraordinaires, dont je suis tombée amoureuse en fait. Parce que ce sont les seuls…
Comment? Elles sont porteuses de pas mal Oui, mais bon, avant ça, ce sont des mammifères volants et ça paraît, voilà, c'est une vraie prouesse de voler quand on est un mammifère. D'ailleurs, les humains ont beaucoup rêvé de ça. Et pour pouvoir faire cette prouesse, elles ont développé tout un métabolisme très particulier qui font qu'elles ont un système immunitaire absolument hors pair qui leur permet d'être le réservoir de plein de virus, tout en étant des porteurs sains, c'est-à-dire sans développer de signes cliniques d'aucune maladie. Sauf que quand on les contraint à s'enfuir de leur lieu d'habitat naturel, qui sont détruits, elles se mettent à stresser et du coup à excréter par les urines, les excréments, etc., les virus ou les parasites dont elles sont porteuses. D'ailleurs, elles peuvent au passage contaminer des animaux sauvages ou domestiques qui sont par là. Et dans mon histoire, comme elles mouraient de faim, elles se sont rabattues sur les côtes malaisiennes où on avait développé des monocultures de manguiers au milieu de fermes porcines industrielles. Et eh bien, elles ont mangé les mangues. Et du coup, il y a des mangues contaminées qui sont tombées au milieu des porcs. Alors, les porcs, il faut savoir que les porcs, nous partageons 95% de nos gènes avec eux. Donc, ce sont des très proches vieux compagnons de l'homme. Et ce qui fait que les cochons ont été donc contaminés par un nouveau virus qu'on a appelé le Nipah, qui est le nom de la localité où ça s'est passé. Et ensuite, ils ont contaminé les ouvriers agricoles, hein, parce que c'est un excellent pont épidémiologique pour humaniser, entre guillemets, un virus d'origine zoonotique, c'est-à-dire animale. Le porc, c'est la meilleure porte d'entrée. Et ensuite, les ouvriers agricoles, c'était très grave, hein, on meurt du virus Nipah dans 70% des cas, donc c'est vraiment très sérieux. Ensuite, ironie de l'histoire, la Malaisie n'est pas un pays qui consomme du cochon parce qu'ils sont musulmans. Donc, ces cochons étaient destinés à l'exportation, donc ils étaient abattus à Singapour. Et voilà comment le virus a pris le bateau, l'avion et a ensuite contaminé les ouvriers des abattoirs. Donc là, on a tous les ingrédients, hein, déforestation, élevage industriel. Les élevages industriels jouent souvent le rôle d'amplificateur, hein, pour des virus. Et puis, la globalisation, le fait qu'on déplace des animaux morts ou vifs sur de très longues distances et avec eux, d'éventuels agents pathogènes, comme on l'a vu avec le coronavirus. Voilà. Mais alors, à quelle vigilance il faudrait que l'humanité aujourd'hui s'attelle? Bon, alors d'abord, il faut savoir que la principale cause de déforestation, comme je viens de le dire, donc la principale cause d'émergence de maladies infectieuses, c'est la déforestation. Alors pourquoi est-ce on déforeste dans les forêts primaires, par exemple? Eh bien, c'est pour faire de l'huile de palme, là, comme j'ai dit, du soja transgénique, par exemple, comme j'ai vu en Argentine dans des films précédents, et ce soja va nourrir ensuite les élevages intensifs des Européens, n'est-ce pas? C'est pour faire exploiter les mines, le bois, ou faire de l'élevage, comme on voit en Amazonie, n'est-ce pas? Donc, ou urbaniser en partie. Donc, ce sont les principales raisons qui font qu'on intervient dans ces forêts. Et évidemment, en faisant ça, on rentre en contact avec des agents pathogènes potentiels. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que les agents pathogènes potentiellement dangereux pour les humains ne sont pas distribués par hasard sur cette planète. Il y en a beaucoup là où il y a une grande diversité animale et végétale. C'est tout à fait logique, hein. Là où il y a beaucoup d'animaux sauvages et une faune sauvage importante, il y a aussi beaucoup de micro-organismes, hein, qui sont liés à ces animaux ou à des niches écologiques liées à certains types de végétation, etc. Donc, potentiellement, c'est dans les zones tropicales, là où il y a des forêts primaires, hein, qu'il y a un très grand réservoir potentiel d'agents pathogènes. Sauf que ce que montrent les scientifiques que j'ai interviewés, c'est que quand l'homme n'intervient pas dans ces forêts, il y a un équilibre qui est là, l'équilibre de la nature, en fait, qui fait que tous ces virus, parasites, bactéries agissent, mais à très bas bruit et ne sont pas un danger pour les humains. Ce qui est un danger, c'est quand on perturbe ces équilibres et la biodiversité disparaît à ce moment-là. Voilà, alors ça, c'est la première chose. Alors, l'autre chose qui est très étonnante, c'est que, ce que montrent les études aussi, c'est que, c'est ce qu'a fait Serge Morand, notamment en Asie. Il a pris la carte des foyers infectieux et des épidémies en Asie au cours des 50 dernières années. Après, il a pris la carte de la déforestation dans ce même secteur et ensuite la carte des espèces menacées de disparition. Et là, il s'est rendu compte que ces trois cartes se superposaient. C'est-à-dire que plus on détruit la biodiversité, plus il y a de risques infectieux. Parce qu'on perturbe l'équilibre dont je parlais tout à l'heure. Et au cœur de mon enquête, il y a un
un concept, un paradigme qui est très, très méconnu, enfin, en fait, totalement inconnu du grand public et des hommes et femmes politiques, c'est ce qu'on appelle l'effet dilution. L'effet qui dit qu'en fait, quand il y a une grande diversité animale, etc., eh bien, ça dilue le risque infectieux. Il donne l'exemple qui est l'exemple type de la maladie de Lyme aux États-Unis, dont on parle beaucoup aussi en Europe, hein, une maladie qui est transmise par des tiques qui peuvent s'infecter par une bactérie et dont le réservoir, c'est une certaine espèce de rongeur qu'on appelle les souris à pattes blanches. Et ce qu'ont démontré les scientifiques américains, c'est que quand on fragmente une forêt, par exemple aux États-Unis, eh bien là, le premier impact, c'est que les prédateurs vont disparaître parce qu'ils n'ont plus assez d'espace pour vivre, les renards, par exemple. Donc, avant, ces renards contrôlaient la population des rongeurs et notamment celle des souris à pattes blanches, et là, ils ne sont plus là. Et ensuite, ils ont montré que quand on fragmente une forêt, les rongeurs qu'on appelle les rongeurs spécialistes, c'est-à-dire ce sont des rongeurs qui sont liés à certaines niches écologiques, à certains types d'aliments, vont aussi disparaître. Et ça va encourager la prolifération des rongeurs qu'on appelle généralistes, qui eux, au contraire, mangent n'importe quoi et s'adaptent à n'importe quel environnement. Et c'est le cas des souris à pattes blanches. Donc, on voit comment, finalement, quand on réduit la diversité animale, eh bien, on augmente le risque infectieux. Et à l'inverse, quand on a une grande diversité animale, on dilue ce risque. Parce que la souris à pattes blanches, quand elle a besoin de mordre pour se nourrir, parce qu'elle a besoin d'un repas sanguin, elle ne va pas aller chercher la souris à pattes blanches. S'il y a un écureuil qui passe, ça fera l'affaire, ou un autre rongeur qui n'est pas une souris à pattes blanches. Mais si ces autres mammifères ont disparu, eh bien évidemment, le risque qu'elle morde une souris à pattes blanches augmente, et donc le risque aussi d'attraper ensuite la maladie de Lyme. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet dilution. Et donc on voit bien comment eh bien, la biodiversité nous protège notre santé, a une fonction écosystémique, parce qu'on a beaucoup parlé du rôle des forêts qui captent le carbone, c'est bon pour le climat, qui filtrent l'eau, et ensuite ça repart dans les rivières, et souvent il y a eh bien, les forêts proches de grandes villes alimentent en eau pure et saine bien les habitants, ou alors filtrent les polluants de l'air, etc. Alors, il y a un service écosystémique dont on parle très peu, c'est que ces forêts primaires, Ils habitent du monde. elles réduisent aussi le risque infectieux et contrôlent les maladies. Voilà. Est-ce qu'il y a un espoir pour l'humanité? Bon, ben voilà, parce que quand on a compris ça, bien on comprend que d'abord, si on veut éviter les prochaines pandémies, parce que c'est ça la question, ce que m'ont dit les scientifiques de mon livre, et ce qu'ils vont dire aussi dans le film que je prépare actuellement, c'est que si nous continuons à détruire les forêts tropicales, primaires, partout dans le monde, eh bien, nous allons au-devant de ce qu'ils appellent une ère d'épidémie, de pandémie, qui pourrait déjà avoir commencé, en fait, là. Et aussi une ère de confinement chronique. C'est-à-dire qu'il va y arriver derrière d'autres pandémies bien plus mortelles que la Covid-19, parce que ce qu'ils disent aussi, c'est que cette Covid-19, eh bien, elle tue très peu de monde. Alors, c'est toujours trop quand on a des proches qui sont décédés, mais si vous comparez à un virus comme Ebola qui tue jusqu'à 90% des gens qui le contaminent, vous voyez, le coronavirus tue moins de 2% des gens. Donc voilà, c'est toujours trop, ce n'est pas la question. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien comprendre qu'il peut y avoir des pandémies bien plus dangereuses. Donc, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut retrouver une vision holistique, c'est-à-dire globale de la santé, donc en reliant la santé des écosystèmes, des animaux et des humains, mais aussi en repensant notre modèle économique. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut arrêter d'importer du soja d'Amérique du Sud pour nourrir les poules, les vaches et les cochons des élevages industriels européens. Parce que quand on fait ça, eh bien, on déforeste, on contribue d'ailleurs au dérèglement climatique et aussi à l'augmentation du risque épidémique. Voyez, ça veut dire qu'on n'importe plus d'huile de palme d'Indonésie pour livrer la raffinerie de Total dans les Bouches-du-Rhône. Vous savez, récemment, ça a été un débat pour mettre dans les réservoirs. Parce que quand on fait ça, c'est pareil, on contribue à l'augmentation du risque infectieux et au dérèglement climatique, parce qu'en fait, les deux causes, la biodiversité, le réchauffement climatique, sont liées. Ce sont les mêmes causes anthropiques humaines qui provoquent ces phénomènes de destruction de la biodiversité ou de dérèglement climatique. Voilà, donc ça veut dire aussi qu'on encourage vraiment
la consommation d'aliments locaux, de proximité, avec des producteurs qu'on connaît, pour éviter de transporter des aliments sur de très longues distances ou des animaux, etc. Donc, et alors, décarboner évidemment la production et la consommation alimentaire, mais ça, quand on fait ça, ben, c'est aussi bon évidemment pour la biodiversité et donc pour la santé. Donc, il faut renouer avec cette vision holistique en voyant aussi notre position à nous les humains, qui sommes un peu arrogants quand même, hein, en pensant que nous sommes, vous voyez, au-dessus de la pyramide du vivant et que nous pouvons faire n'importe quoi avec les plantes, les animaux, etc. Non, parce qu'en fait, la biodiversité, je voudrais reprendre une expression du pape François dans son encyclique Laudato Si, il parle de maison commune. La biodiversité, c'est notre maison commune. C'est-à-dire que si on détruit notre maison commune, nous allons disparaître. Non seulement nous, les humains, mais aussi tout, comme a dit le pape, nos frères et sœurs, les animaux et les plantes. Parce que c'est les expressions qu'il a utilisées, c'était très important de dire ça, parce que ça nous remet à notre juste place dans la chaîne du vivant. C'est une chaîne, le vivant. Et si on rompt, on casse tous les maillons de la chaîne, il ne reste plus que nous, mais on ne pourra pas continuer à vivre. On va disparaître. Voilà. Donc, c'est ça. Ça suppose vraiment un grand retournement intérieur aussi. C'est-à-dire de se dire, voilà, moi, humain, bon, évidemment, je pense, je peux faire des choses extraordinaires. Je suis différent d'un chat, d'un lapin. Ce n'est pas la question. Chacun a sa place dans cette grande chaîne du vivant. Mais là, on est arrivé à un point de non-retour. On est en train de dérégler le climat à une vitesse absolument extraordinaire. On l'a vu là récemment avec le dernier rapport du GIEC, n'est-ce pas? Oui, le GIEC, bien sûr. C'est vraiment terrible. La biodiversité, on en parle beaucoup en ce moment. Vous savez, il y a en ce moment le congrès de la nature à Marseille. C'est 1 million d'espèces menacées d'extinction parmi les 8 millions qui sont recensées. C'est absolument inouï. Nous avons provoqué, nous, par nos activités humaines, irrespectueuses de notre maison commune, eh bien, la 6e extinction des espèces. Et ne croyons pas que nous pourrons continuer à vivre quand toutes les autres espèces auront disparu. Ce n'est pas possible. Encore une fois, nous sommes tous interdépendants. Voilà. Donc, il faut repenser notre place par rapport à la nature et dans la grande chaîne du vivant. Merci beaucoup, Marie-Monique. Merci beaucoup. Tout est lié et nous sommes liés à la nature. On ne peut pas s'en dissocier. Tout à fait. Tout est lié. Un grand merci. Grand merci, Marie-Monique. Merci beaucoup. Donc, vous savez que je fais un film, je prépare un film et qu'on peut le soutenir en préachetant le DVD pour qu'il y ait un maximum de citoyens qui soient partenaires de ce film et qui me permettra ensuite de pouvoir le mettre en ligne assez rapidement dans les 8 langues de l'UNESCO qui est notamment partenaire du film. Voilà. Nous allons le signaler. Merci beaucoup, Marie-Monique. Merci. Au revoir. On va s'arrêter là. Grand merci beaucoup d'avoir donné ce temps à nous. Voilà. Merci. Et là, vous êtes en plein travail. Merci beaucoup, Marie-Monique. Au revoir. Allez, bonne soirée. Bon courage dans tout ce travail. C'est un bon travail, tout ça. Merci. Merci beaucoup. Merci.